Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois monsieur le maire de la ville de Saint-Joseph, en la personne de monsieur Yann Monplaisir. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Yann Monplaisir. Alors, vous faites l'actualité en ce moment encore. Je refuse catégoriquement de me taire. J'ai été menacé avec un revolver par un officier de police. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le maire, que il y a quelque chose qui ne va pas et que vous êtes en train de payer quelque chose que vous ne comprenez pas? Oui, je comprends un peu. Je pense que je dérange. Et je pense qu'on essaie d'exercer des pressions sur moi en instrumentalisant la justice. Le parquet, en l'occurrence, instrumentalise la justice. Dans un pays où, à tort ou à raison, le sentiment largement partagé par les Martiniquais est un sentiment d'injustice. Qui vient de quoi? Qui vient d'abord de l'affaire de chlordécone, qui vient ensuite du fait qu'un certain nombre de faits délictueux s'empêtrent dans des procédures sans fin. Je rappelle qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas fait l'objet de la désignation d'un juge d'instruction. Il y a plusieurs manières de traiter une affaire. J'ai juste été entendu et directement, en citation directe, ce qu'on appelle en citation directe, le dossier a été transmis au tribunal. Heureusement, monsieur Granier, que nous sommes en démocratie. Et je remercie d'ailleurs mon pays, puisque je me sens profondément français. Vous savez, je suis un républicain, je ne m'en cache pas. Mais peut-être qu'on devrait se poser des questions d'ailleurs sur les raisons qui poussent d'autres à se révolter et ne pas inciter et créer de nouveaux pintos. Bon, ce sentiment d'injustice, heureusement, il a été tempéré par la décision de la justice, du tribunal, qui n'a pas suivi le parquet et qui nous a relaxé, mon fils et moi. Alors, j'ai fait l'objet, avec une interprétation, selon moi, contestable, en tout cas que j'ai contestée, d'une sanction d'inéligibilité. 5 ans. 5 ans. Donc je vais me prononcer dessus le moment venu. Je n'ai pas... La justice suit son cours, ce sera jugé quand ce sera jugé. Nous ferons valoir les arguments que j'ai déjà fait valoir, mais qui n'ont pas su convaincre en première instance. Mais je n'ai pas d'inquiétude quant à ce qui se passera en appel. Et je pense que là aussi, une fois éclairés, les juges prendront les bonnes décisions. Mais ce qui est anormal, si vous me permettez, c'est que je fasse l'objet de harcèlement. J'ai été convoqué, et je ne suis pas au-dessus des lois, je suis un citoyen comme les autres, que l'on m'invite à faire la lumière. Et je vais vous dire même, je me sens plus responsable que les autres. Et si je suis fautif, parce que je suis un citoyen qui se doit d'être exemplaire, parce que je suis un citoyen élu, je demande à être plus sanctionné que les autres. C'est comme ça que je perçois en tout cas ma mission d'élu. Mais je n'accepte pas d'être harcelé. Je suis convié parce que le directeur de l'hôtel Batelière a signé un contrat avec une société de gardiennage qui n'a pas rempli ses obligations vis-à-vis de ses salariés. Le directeur a une délégation de signature, c'est lui qui signe. Que je sois convoqué, je suis le PDG, c'est légitime. Pour être interrogé, est-ce que c'est vous qui avez donné les instructions, etc., etc. D'accord. J'arrive et je m'entends dire que je suis en garde à vue. Alors à partir de là, j'ai dit non, trop c'est trop. À la fin de cette garde à vue, qui devait bien se terminer un moment, parce que là encore, nous sommes en démocratie. Si j'avais été sous le joug de Poutine, le parquet aurait pu, n'est-ce pas, me faire molester. Il aurait pu m'envoyer au goulag, sans plus, j'allais dire sans autre procès. Nous sommes dans une démocratie. Et donc, évidemment, il fallait bien que cette garde à vue se termine. Elle pouvait durer 48 heures maximum. Je m'étais psychologiquement préparé à cela. J'ai refusé de répondre à ces questions. Je considère que c'est de la provocation. Et évidemment, l'après-midi, j'ai été libéré. Mais tout ça avec des mesures vexatoires. On m'a pris les empreintes de chaque doigt, les empreintes des paumes de la main gauche, de la main droite. On m'a fait des photos anthropométriques, de face, de travers. C'est tout juste si j'étais pas Al Capone, ou que sais-je encore. Il faut que ça cesse. On n'est pas en conflit dans une démocratie. Il n'y a pas de conflit entre le politique et le parquet. Il n'y a pas de conflit. Qu'il y ait des hommes politiques qui soient répréhensibles et qu'ils soient sanctionnés. C'est normal. Mais que l'on cherche des boucs émissaires, est-ce que c'est parce que je suis blanc de peau?
Est-ce que c'est parce que j'ai réussi dans le monde des affaires? Ça ne plaît pas toujours, surtout dans certaines sphères. Est-ce que c'est parce qu'on considère que j'ai réussi politiquement? Là aussi, ça crée peut-être des frustrations chez certains. Est-ce que c'est parce que je dis ce que je pense? Est-ce que c'est parce que je suis un homme libre? Est-ce que c'est parce que je dénonce des scandales dans ce pays avec des complicités d'anciens ministres? Est-ce que c'est tout ça qui déplaît? Si c'est tout ça qui déplaît, ce n'est pas ça qui suffira par contre à me faire taire. Alors, dans cette affaire de novembre 2023, vous avez été condamné à 30 000 euros pour financement irrégulier de campagne électorale et 5 ans d'inéligibilité. Vous avez été menacé par un officier de police judiciaire. Vous êtes quand même quelqu'un de connu à la Martinique. Vous n'êtes pas un voyou. J'ai fait l'objet de toutes les mesures diffamantes, infamantes, pas diffamantes, infamantes qui soient possibles. Garde à vue, perquisition, saisie de mon véhicule. Ma voiture a été vendue 15 jours avant le procès. 15 jours avant le procès. S'ils avaient attendu 15 jours, ils auraient dû me rendre ma voiture. Ils ont vendu la voiture 15 jours avant et maintenant, ils devront reverser le prix de vente de ce véhicule. Est-ce que ça n'est pas fait pour offenser quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas fait pour l'insulter, le rabaisser? Ça n'est pas normal ce que je vis. Ça n'est pas normal. Et je demande à tous, toutes les autorités, y compris les autorités judiciaires, de se pencher sur cette problématique. On ne peut pas essayer de casser quelqu'un parce qu'il représente quelque chose que vous n'aimez pas. On ne peut pas vous mettre sur un mur des cons, et lancer des fléchettes sur vous parce que vous êtes un homme politique. Vous pensez que c'est votre appartenance à la droite à l'époque, avec Sarkozy, que vous subissez ce genre de choses maintenant? Je pense en tout cas que les auteurs sont plutôt dans une mouvance gauchiste que dans une sensibilité proche de la mienne. Voilà. D'accord. Je le pense tout brut. D'accord. Alors, vous avez fait appel dans la première partie de cette histoire. Vous n'avez pas encore reçu de convocation. Pour l'instant, les choses suivent leur cours et j'espère que tout ça viendra le plus rapidement possible pour que nous puissions, mon avocat et moi-même, éclairer le tribunal et permettre au tribunal de prendre la bonne décision. Mais je vais plus loin, Monsieur Granier. Je vais plus loin. Oui. Vous savez, sans prétention, ce que je fais pour Saint-Joseph et ce que je fais pour la Martinique, je rends service à mes compatriotes. Si on prive la Martinique d'un élu, et je l'ai dit, ça peut paraître prétentieux que je parle comme ça, mais ce n'est pas de la prétention. Je sais ce que je fais, et les gens de Saint-Joseph le savent, et la population de la Martinique le voit. Je travaille dans la transparence, dans l'efficacité. Vous avez vu le niveau des impôts à Saint-Joseph ? Nous sommes parmi les communes les plus performantes. Une commune qui a une situation financière parmi les meilleures de la Martinique. C'est ça que je fais pour mon pays. Est-ce que c'est pas ça qui gêne que vous êtes en train de réussir, ce que d'autres n'ont pas réussi? Peut-être. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont mis la main dans la cagnotte et que jusqu'à maintenant n'ont pas été entendus par la police. Non, pas de problème. Aucun problème. Ils sont peut-être un peu entendus par des juges d'instruction, mais c'est une instruction interminable, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, c'est que si on privait la Martinique d'un élu comme moi, il prendrait sa retraite, serein, tranquille, avec le sentiment qu'il a servi son pays. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt ni de la Martinique, ni de qui que ce soit, de priver la Martinique de ce que je lui redonne, de ce que j'ai reçu. Je redonne de mon énergie, je redonne de mes compétences, je redonne de mon temps, je redonne de ma générosité et de mon honnêteté à mon pays. Parce que je voudrais qu'il y ait un petit peu d'exemplarité. Ouais. Qu'on ne dise pas que tous les hommes politiques sont des pourris. Ils ne sont pas tous des pourris. Alors ça me fait penser à l'histoire de Pierre Samo, ça remonte à très longtemps, où il avait été aussi épinglé par la justice, même mis en prison, je crois, très peu de temps, mais il me semble, de mémoire. Mais quelques temps après, aux élections, il a fait un score encore plus élevé. Est-ce que lorsque le public, les Joséphins, par exemple, chez vous, vont encore voter pour vous, je vous le souhaite. Je ne sais pas si mais éventuellement. Je ne suis pas certain de me présenter. C'est si je me présentais. Oui, mais c'est simplement pour savoir, est-ce que le fait que les Joséphins vont voter pour vous, par exemple, en masse, est-ce que c'est au-dessus? Non, ça ne peut pas être au-dessus de la justice. Vous avez raison. Ça ne peut pas être au-dessus de la justice. Et je vais vous dire, la population, si elle constate que ses élus ont fauté, à mon avis, elle doit les sanctionner. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je pense qu'un élu
qui a fauté, qui a été défaillant dans la rigueur qu'impose cette mission, qui a été défaillant dans la mission d'exemplarité qui est la sienne. Je crois beaucoup à l'exemplarité. Je crois beaucoup à l'exemplarité. S'il a été défaillant, les juges doivent le sanctionner au niveau qui convient et la population doit le sanctionner au niveau qui convient. Après, vous savez, des fois, la population est assez indulgente quelquefois. Mais je ne lui demande pas d'être indulgente avec moi. Je lui demande d'être juste. Mais à votre avis, est-ce que c'est parce que vous avez réussi dans le monde des affaires ou dans le monde de la politique? Vous avez été le premier vice-président de l'Assemblée, de la première CTM. De quel côté vous pensez que ces attaques sont diligentées? Il y a un peu de tout. Des fois dans un cercle très proche, des fois dans un cercle... Vous savez, au bout d'un moment, c'est une conjonction. Finalement, ça arrange un certain nombre de personnes et vous êtes dans une position un peu plus faible parce que vos plus proches, quelquefois, vous trahissent ou vous en veulent parce que vous n'avez pas accédé à certaines de leurs demandes. Là, vous êtes en train de parler de l'affaire Fillon, on dirait. Ce sont ses proches, semble-t-il, qui l'ont dénoncé pour certaines choses. Il avait fauté, Fillon. Oui, il avait fauté. C'est pas votre cas. Écoutez, ce n'est pas mon cas. Moi, je ne me suis pas fait payer des costumes. Je suis clair, moi je ne cautionne... Non, mais attendez, moi, j'ai été outré quand j'ai appris cette affaire Fillon. Oui. J'ai été outré. J'ai été outré. Alors... j'ai beaucoup de déceptions chez moi parce que vous savez, je me faisais encore quelques illusions. Quand on brigue le mandat de président de la République, on s'assure qu'on n'a pas ces casseroles-là. Vous voyez? Donc, non, je ne cautionne pas ça. Moi, je suis clair. Je suis clair. Je sais qu'on n'arrivera jamais à être des modèles parce qu'on est des hommes après tout. Mais on doit être des exemples. Et donc, quand on est pris la main dans le sac, comme c'était le cas pour Fillon, eh bien, il ne faut pas d'indulgence populaire. Il faut assumer. D'accord. Mais en tout cas, je ne vous sens pas abattu. Ça ressemble bien au sacré-chabin qu'on a l'habitude de voir. Vous êtes combatif et je pense que... Enfin, bon, on verra ce que la justice va décider. Ouais. Mais concernant cette histoire avec le directeur de... Parce que là, ça, c'est une affaire privée. Votre directeur qui a signé le document. Ça, vous savez, nul n'est à l'abri de l'erreur. Oui. Bon, on ne peut pas vous reprocher ça. C'est vrai, non, du tout, on ne peut pas me reprocher ça. Mais c'est vrai que, si vous voulez, normalement, les entreprises doivent vérifier, mais c'est quand vous êtes dans le quotidien, tous les chefs d'entreprise savent ça, il peut vous arriver de ne pas vérifier, vous n'allez pas demander au gars, est-ce que tu peux m'amener tous tes papiers, que je vois bien que tu as payé, tu as déclaré, bon, voilà. Mais si vous voulez, dans ce contexte, si vous voulez, de faute, il y a des fautes bien plus graves. Par exemple, les fautes qui privent les Martiniquais d'eau aujourd'hui. Oui. Oui, mais justement, vous parlez de l'eau, c'est très bien parce que Cœur Bouliki, c'est chez vous, à Saint-Joseph, je veux dire. Alors, Cœur Bouliki, c'est à Saint-Joseph. 60% de l'eau qui est distribuée sur la Martinique, 60%. Vient de là. Vient de là. Et il y a des coupures d'eau à Saint-Joseph, il y a des coupures d'eau à Schellcher, il y a des coupures d'eau à Fort-de-France. Et je m'en réjouis. Pour les gens qui habitent le sud de la Martinique, il n'y a pas de coupure d'eau. Alors, je ne veux pas allumer la guerre de l'eau. Mais qui tient la vanne? C'est la SME. Vous savez, on a passé plusieurs étapes dans la gestion de l'eau. Il y a eu l'étape que nous connaissons, notre génération, où on recevait l'eau, mais comme elle n'était pas tout le temps, elle n'arrivait pas tout le temps, tout le monde avait une citerne. Oui. Et puis, on stockait l'eau, chacun, en petite quantité, et puis on récupérait aussi l'eau du toit, et tout ça permettait... Et puis... est arrivée une époque, je dirais, plus conforme à la modernité. On s'est mis à distribuer l'eau courante partout, avec des stations de traitement, comme ça on est sûr que l'eau est de qualité, et la ressource suffisait. Bon, la consommation a augmenté avec l'élévation du niveau de vie, avec des besoins nouveaux, avec des industries, etc. Et finalement, et puis avec le changement climatique, et puis surtout, on n'a pas fait les investissements. Et aujourd'hui, on a un système dans lequel l'incompétence du public garantit les super profits du privé. Et donc, qui paie tout ça? C'est le consommateur. Odyssey est complètement défaillant depuis des années. Odyssey, c'était à l'origine la régie des eaux de Fort-de-France. Bon. Ils sont défaillants. Pourquoi je dis qu'ils sont défaillants? Ils sont incapables de faire les investissements qu'on leur demande de faire. L'autorité de tutelle, c'est la CACEM. Donc quand je dis ça, j'assume une part de cette responsabilité,
Mais si je ne dis Vous êtes pas... conseiller communautaire de la CACEM, on le rappelle, De en la tant que maire de En Saint-Joseph. tant que maire de Saint-Joseph. Et la CACEM, c'est l'autorité de tutelle d'Odyssey. Oui. Sauf qu'Odyssey fait n'importe quoi. Savez-vous qu'Odyssey voulait augmenter le prix de l'eau pour les consommateurs de 54%. 54%. Au lieu de gérer, c'est-à-dire de diminuer les dépenses, d'éviter le gaspillage et le coulage, il est plus simple, n'est-ce pas, chaque fois de monter la barre un peu, comme pour les impôts. Hein, de plus en plus, on demande aux consommateurs. 54%. Les élus dont je fais partie, mais je dois dire tous les élus à l'unanimité de la CACEM, le maire du Lamentin, le maire de Fort-de-France, le maire de Chelchia et moi-même, nous leur avons dit, revoyez votre copie. Et je leur ai précisé, pas seul, mais c'est moi qui ai mis le doigt avec insistance là-dessus, commencez par me dire comment vous faites des économies avant de me dire comment vous allez faire payer le cochon de consommateur martiniquais. Bon, ils sont revenus avec une deuxième copie, très politique celle-là, très très politique. Je ne sais pas qui en est l'inspirateur, mais c'est quelqu'un qui nécessairement est de la sphère politique. D'accord. Bon, l'inspiration c'est quoi? On va baisser le prix de l'eau pour la plupart des consommateurs. Ah, ça tout le monde applaudit, évidemment. C'est-à-dire qu'on a une société qui est en déficit, et la première chose qu'elle dit, c'est si on est en déficit, c'est parce qu'on facture trop. Donc on va baisser les prix. Qui peut comprendre une chose pareille? Alors que le prix de l'eau à la CACEM est moins élevé déjà qu'à Espace Sud et à Cap Nord. Oui. Donc, c'est comme si vous avez un magasin, vous êtes en déficit, vos concurrents vendent plus cher que vous, et qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre déficit? Vous baissez encore vos prix. Sauf que ça, c'est la part de la démagogie politique. Politique, c'est Bon. une idée Alors, politique. on va baisser le prix pour à peu près tout le monde, sauf pour les gros. Ah, c'est super, on va faire payer les gros, dont certains ne paient pas, comme l'hôpital, n'est-ce pas? Bon, Oui. parce que c'est le premier consommateur. On va les faire payer. Ah ben, si c'est les gros qui paient pour moi, ben, je suis content. Les gros, l'hôpital, la Sarah. Quand on va faire augmenter le prix multiplié par 300%, enfin, on marche sur la tête. Multiplié par 3 le prix. Tout le monde n'a pas été chef d'entreprise, monsieur. Oui, mais tout le monde est capable de comprendre quand on explique. Et c'est pour ça que je donne Ouais. des explications. 300%, on veut augmenter. Qu'est-ce que va faire la Sarah? Pour descendre à la préfecture, ils vont dire qu'il faut augmenter le prix du carburant, puisque mon eau a augmenté de 300%. Et le préfet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le prix du carburant. Et qui va payer? Le cochon de consommateur, une fois de plus. Donc, c'est, je veux dire, la quadrature du cercle. Mais tout cela, monsieur Granier, ce ne serait rien si on n'avait pas, au fond, un certain nombre d'informations. Pourquoi ils voulaient voter leur budget avant le 15 avril à Odyssey et qu'ils l'ont voté contre la volonté de la CACEM, contre la volonté de la CACEM. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu un vote et qu'au sein du Conseil, il y a des représentants, dont celui de Saint-Joseph. Mais on leur a donné l'information que les maires avaient été consultés. Quelle subtilité, encore une fois. Les maires ont été consultés, sauf qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais on ne leur a pas dit qu'ils ne sont pas d'accord. Oui. Non, on les a consultés. Donc, les représentants qui siégeaient ce jour-là, ce vendredi 12 ou je ne sais pas 13, eh bien, ils ont voté pour. C'était le 12. Ils ont voté pour. Donc, on a décidé de l'augmentation du tarif pour les gros et de la baisse du tarif pour les petits. Comme ça, allez critiquer cette décision, vous allez critiquer le fait qu'on baisse pour les petits. Si vous pouvez baisser pour les petits, il y a longtemps que vous auriez dû le faire. Et si vous ne l'avez pas fait, vous êtes doublement fautif. Donc, monsieur Granier, ce que je veux vous dire, parce que, permettez-moi d'aller au bout de cette accusation, elle est capitale pour comprendre les choses. Aujourd'hui, vous savez ce qu'ils disent? Ça fait rien. Parce qu'on ne voulait pas que la Chambre régionale des comptes mette la main sur nos comptes, donc on ne voulait pas que ce soit contrôlé. Comme ça, on ne sera pas contrôlé, comme on vote le budget à l'équilibre, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et puis ce qu'on va faire, comme on a pris conscience quand même, parce qu'il y a une levée de bouclier des entrepreneurs, comme on a pris conscience que ça va poser un problème, on va faire un budget modificatif. C'est du bon taux. C'est du bon taux. C'est-à-dire qu'on dit à l'État, j'ai voté le budget à l'équilibre, et on dit, t'inquiète mon petit, tu verras, tu l'as vu, tu l'as pas vu, parce que dans quelques semaines, je vais voter un autre budget, et je vais modifier tout ça, il sera en déséquilibre, mais tu pourras plus rien dire, parce que mon budget a été voté à l'équilibre. C'est quoi ça? Moi, je peux pas, monsieur Granier, je dis tout ça, je fais pas de la délation. Mais si je me tais,
On va Si dire je que vous êtes continue de complice. me taire, Oui. qu'est-ce qui va changer dans ce pays? Qu'est-ce qui va changer? Il faut sortir de ce business, de cette combine de l'eau, et Odyssey et la SME. Ça fait 50 ans que ça dure, ça fait 50 ans que l'incurie de l'un cautionne les super profits de l'autre. Il faut rebattre les cartes. Et donc, il faut remettre en place un autre système. Et ce n'est pas l'autorité unique de l'eau qui va régler quoi que ce soit. Cette autorité unique de l'eau, elle va peut-être au contraire renforcer les systèmes d'organisation qui existent aujourd'hui. J'espère que je ne verrai pas ça. Mais si je le vois, je prends le pari aujourd'hui avec vous. Vous savez, l'anglais, c'est l'encabrit. Je prends le pari aujourd'hui avec vous que si ça se fait, cette autorité unique de l'eau, elle va confier la production au public et la distribution à la SME. D'accord. Et on va continuer à payer l'eau trop cher. Alors, puisqu'on parle de l'eau, il semblerait qu'il y a plus de 50% de l'eau qu'on perd dans les canalisations et qu'il faille refaire tout ça. Mais est-ce qu'on a un budget comme ça à la Martinique pour tout refaire? C'est pas un problème d'argent. Alors là, c'est pas un problème d'argent. Par exemple, on a fait des forages à Chelcher et l'eau part dans la nature, il y a de l'eau, parce qu'on n'a pas passé les commandes au bon moment pour les pompes, etc., etc. C'est un problème d'incurie, incapacité à se projeter, incapacité à organiser, incapacité à anticiper. Puisque les spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais. Mais quand les Martiniquais sont défaillants, il ne faut pas couvrir la défaillance. Comment vous allez corriger si vous ne regardez pas les réalités en face? Commencez par accepter la réalité. C'est ça, ce sont les mots que je voudrais faire soigner pour notre pays. Pas excuser en permanence. Pas excuser. Tout le monde fait des erreurs. Tous les pays du monde, même les plus grands, font des erreurs. Mais quand vous faites une erreur, comme dans une entreprise, si vous n'identifiez pas, si vous ne caractérisez pas l'erreur, vous allez continuer à faire des erreurs, puisque vous avez justifié les erreurs précédentes sur lesquelles vous appuyez les décisions à venir. C'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça qu'il faut rechanger complètement. C'est une révolution qu'il faut dans notre pays. Il faut que public et efficacité riment ensemble et pas en contradiction. À partir du moment où c'est public, on se trouve toutes les excuses pour ne pas être performant. Le public doit être performant. On peut dire deux mots de Saint-Joseph, puisqu'on arrive presque à la fin de l'émission. Ça fait combien? 4 ans d'exercice à Saint-Joseph. Vous avez trouvé une commune en bon état financier? J'ai trouvé une commune en moins mauvais état financier que je ne le pensais, mais sans perspective et avec une absence totale de vision. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait fait? Comme on était arrivé au bord du gouffre en 2017, en cessation de paiement, le préfet menaçait de prendre la gestion en main. Trop de dépenses, gaspillage, machin, etc., etc. Alors, ils ont serré la vis et ils n'ont plus du tout investi. On était parmi les derniers au niveau national pour l'investissement par habitant. D'accord. Ils ont augmenté les impôts avant que je n'arrive, 23%, et ils ont freiné effectivement les dépenses. Bon. Donc, il y a eu un peu plus de contrôle puisque l'État surveillait d'un peu plus près. Il y a eu moins de gaspillage. Donc, quand je suis arrivé, je dirais que le niveau de dépenses avait un peu baissé de fonctionnement. Bien sûr. Les dépenses d'investissement avaient été réduites à leur zéro. Ce qui fait que j'ai eu à me remettre à niveau les écoles, les routes, les bâtiments publics, parce qu'on avait arrêté toutes les dépenses d'investissement et même de fonctionnement sur l'entretien. Bon. Donc la situation était mauvaise. Elle était considérée comme suffisamment mauvaise pour que l'État ait eu la nécessité d'avertir à plusieurs reprises. Qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous avons été chercher les subventions dont certaines avaient déjà été allouées et qui n'avaient pas été jusqu'au terme parce qu'on n'avait pas mené les projets jusqu'à leur terme. Et donc, comme ce sont des subventions qui viennent sur des remboursements, si vous ne menez pas le projet au terme, vous n'obtenez pas la subvention. Donc, nous avons été chercher cela. Nous avons sollicité l'État, la collectivité, la CACEM,
pour leur demander de nous rallonger le délai, parce qu'il y a un délai. On était déjà hors délai pour obtenir ces subventions qui avaient été votées par ces différentes collectivités. Mais comme on ne les avait pas utilisées, on aurait dû les perdre. Devant la situation qui était celle de la commune, j'ai pu obtenir de ces différentes collectivités, je les en remercie, que les choses soient différées, qu'on nous laisse un peu de temps. Et puis, nous avons été chercher des subventions. Mais pour chercher des subventions, il faut des projets. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps. Quand je suis arrivé, il y avait un projet. Je le dis tout le temps. Il y avait un projet, c'était l'épicerie solidaire. Ce projet avait été abandonné en cours de route. En 6 mois, nous l'avons mis en œuvre et nous avons dû construire de nouveaux projets. Parce que quand vous allez demander des subventions, il faut que vous ayez un projet d'investissement, que vous ayez un plan de financement, etc., etc. Ça n'existait pas. Donc nous avons fait tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, le rythme d'investissement de la commune, c'était autour d'1 million d'euros. Aujourd'hui, on est entre 10 et 12 millions d'euros. Et que dans le même temps, vous êtes un chef d'entreprise, vous me comprenez bien, dans le même temps, parce que j'ai réduit les dépenses, même en période d'inflation, c'est-à-dire l'année d'inflation 2023, qui était une catastrophe où les prix sont montés, même cette année-là, nous avons encore baissé le niveau des frais de fonctionnement de la commune avec beaucoup de choses que nous avons réalisées. Comment nous faisons? Nous négocions les prix, nous consultons, nous contrôlons. Je contrôle. Eh oui, je contrôle même moi. Mais j'ai mis en place un acheteur. Nous avons centralisé les achats. Tout le monde achetait dans cette mairie. Et puis, il n'y avait pas d'inventaire. On achetait une débroussailleuse. Et puis une deuxième. Et puis une troisième. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des petites dépenses. Mais quand vous additionnez tout ça, ça finit. Ce sont les petites rivières qui font les fleuves. Et donc, voilà tout ce que nous avons fait. Désendetter la commune, parce que j'ai remboursé, parce que nous allons devoir l'endetter, parce que nous avons de gros projets d'investissement. Donc, nous avons désendetté la commune. Nous n'avons pas augmenté les impôts, ce qui nous permet d'être parmi les plus performants des communes de Martinique. Nous avons contrôlé les dépenses et nous avons été chercher les financements. Et comme ça, nous avons rétabli plus vite que je ne pensais, je dois le dire. Je remercie d'ailleurs les équipes municipales. Je remercie ceux qui ont bien voulu nous accompagner. Et c'est pour ça que les organismes de contrôle, que sont la Direction générale des finances ou l'AFD, parce que c'est l'organisme de contrôle bancaire des collectivités, ce sont eux qui financent ces collectivités, ils ne nous ont pas prêté, on n'a plus fait d'emprunt. Depuis que je suis arrivé, il n'y a plus d'emprunt. On va en faire, je l'ai dit. Ce n'est pas une honte d'emprunter quand c'est pour investir. Pour l'instant, j'ai mis la pédale douce. Tous ces organismes regardent la ville de Saint-Joseph comme étant exemplaire. Et je m'en félicite. Et j'encourage et je félicite les agents municipaux. Un service public, c'est d'abord un service. À l'état civil, et je ne fais pas ça pour qu'il en vienne un peu plus, on voit les gens de toutes les communes venir. Et même certains services... Pour les demandes de passeport, c'est vrai. Voilà. Je connais beaucoup de personnes qui sont allées chez vous. Bon, oui. Et vous savez quoi? Dans certaines villes, les employés municipaux de la ville, je ne cite aucune ville, disent aux habitants, allez à Saint-Joseph. Alors je suis content en même temps. Mes agents ils me disent, monsieur le maire, faites pas trop de pub. Mais en même temps, c'est ça la performance. Et je leur dis, soyez fiers. Au contraire, s'il vous faut des moyens, je vous donnerai les moyens. Parce que quand vous êtes performant, je vous accompagne. Par contre, si vous êtes défaillant, je ne veux pas vous excuser en permanence. Je veux bien vous excuser un moment. Mais les affaires des Martiniquais sont bien gérées par les Martiniquais, mais il faut que les Martiniquais soient responsables, courageux et pas dans la démagogie. Monsieur le maire, merci beaucoup pour être venu à Zouk Télévision donner toutes ces explications et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Et j'espère que nous verrons, mais ce n'est pas de votre fait. J'avoue que c'est moi qui avait fait une petite interruption médiatique que je continue d'ailleurs de faire, mais il y a des moments où il faut réagir. Et je vous remercie de m'avoir convié à la faveur de ce communiqué que j'ai fait pour demander que le parquet arrête d'harceler un citoyen qui ne prétend pas être au-dessus des lois, qui ne prétend pas être au-dessus de la justice, mais qui veut tout simplement qu'on le laisse vivre comme on doit laisser vivre en démocratie tout citoyen libre. Vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas peur de dire les choses. Vous n'avez aucune idée de qui est derrière tout ça, monsieur le maire? J'ai quelques idées,
Mais comme ce ne sont que des idées, je ne condamnerai personne, moi, contrairement à ce que souhaitent d'autres. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Yann Monplaisir, maire de la belle ville de Saint-Joseph. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous. À bientôt. Merci, à bientôt.